Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Je vous présente mon concept. Mon envie sur cette chaîne, c'est de vous présenter des sujets qui me tiennent à cœur. Des sujets polémiques pour la plupart, des sujets pour lesquels je n'ai aucune chance de faire l'unanimité et c'est tant mieux. Parce qu'être entouré de gens qui partagent votre avis, c'est le meilleur moyen de faire stagner votre pensée. Ce que j'attends de vous, si vous l'acceptez, c'est d'écouter mes arguments puis de vous exprimer, de confronter ma vision du monde à la vôtre, de nous permettre de les remettre en question et de les enrichir mutuellement. Je compte sur vous et sur ce, bon visionnage. Je vais commencer en vous lisant une citation d'Albert Einstein. 3 bombes menacent le monde. La bombe atomique qui vient d'exploser, la bombe de l'information qui explosera vers la fin du siècle, et la bombe démographique qui explosera au siècle prochain et qui sera la plus terrible. Je m'étais déjà interrogé sur la surpopulation en regardant des reportages sur la Chine, et j'ai décidé de me lancer dans une profonde recherche d'informations. Je suis tombé sur une interview de Claude Lévi-Strauss, un monsieur qui a travaillé dans les sciences humaines et sociales pendant toute la seconde moitié du XXe siècle et qui a reçu toutes sortes de distinctions à travers le monde. Voici un extrait de cette interview. Quand je suis né, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la Terre. Quand je suis entré dans la vie active, disons quand j'allais chez les Boro, les Nambukwara, il y en avait 2 milliards. Et maintenant, il y a 6 milliards et il y en aura 8 ou 9 dans quelques années. Eh bien, à mes yeux, c'est ça le problème fondamental de l'avenir de l'humanité. Mais je ne peux pas avoir beaucoup d'espoir pour un monde trop plein. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. À la fois parce que ce sujet est d'une importance capitale pour notre avenir, mais aussi parce qu'il est tabou. Peu de politiciens osent en parler et les médias l'évitent soigneusement. Je vais donc franchir la ligne rouge et vous proposer de mettre de côté vos a priori sur la question et de vous faire votre propre opinion. Commençons par nous poser les bonnes questions. Quel est le seuil à partir duquel nous pouvons nous considérer en surpopulation ? Les plus optimistes pensent que la Terre peut accueillir jusqu'à 10 milliards d'humains, affirmant que notre planète est en mesure de les nourrir et à condition de diminuer drastiquement notre empreinte écologique. Pour ma part, je suis pour une décroissance de notre consommation et production, mais je ne vois pas non plus l'intérêt de revenir à l'âge de pierre si c'est dans le seul but de pouvoir peupler la planète au maximum de ses capacités. Quant à envisager de nourrir 10 milliards de personnes, il faudrait d'abord corriger nos systèmes actuels qui sont très dépendants des énergies fossiles et qui gaspillent notre production de manière inconsidérée. En 2013, entre 30 et 50% des 4 milliards de tonnes de nourriture produites dans le monde n'atteignaient jamais un estomac humain, tandis qu'1 milliard de personnes souffraient de malnutrition. Si l'on observe les grands mammifères, comme l'ours brun ou le chimpanzé, qui sont présents sur une grande partie du globe, leur nombre n'a jamais dépassé plusieurs dizaines de millions. Nous autres humains, mammifères de taille et de poids similaires, devrions donc naturellement nous compter en millions également, peu importe que nous en atteignions plusieurs centaines. J'en conviens, c'est une déduction qui peut paraître très simpliste, et pourtant si l'on observe le graphique de la démographie mondiale à travers le temps, l'on constate que nous nous sommes comptés en millions entre moins 10 000 avant Jésus-Christ et l'an 1800, où nous avons atteint le milliard, soit pendant 11 800 ans. Ensuite est arrivée la révolution industrielle, accompagnée des progrès de la médecine. Nous avons fait chuter le taux de mortalité de notre espèce et notre nombre s'est envolé. En seulement 200 ans, nous sommes passés de 1 à presque 8 milliards, une colonisation de la planète comme elle n'en a jamais connue. Et pour mieux visualiser les limites géographiques de notre planète, je vous propose un petit exercice qui a été réalisé par Théophile de Giraud. Quelle est la superficie de terre habitable disponible pour chaque être humain ? Pour simplifier, disons que nous sommes 7 milliards. La superficie des terres émergées est de 149 millions de km², dont il faut déduire les déserts chauds et froids, qui représentent un quart des surfaces continentales, ainsi que les hautes montagnes, Grand Nord, etc. En bref, la superficie de terre habitable ne dépasse pas les 100 millions de km², soit un rectangle de 150 mètres sur 100 mètres par homme. Rectangle qui devra produire tout ce que vous consommerez durant votre existence, à savoir logement, nourriture, chauffage, électricité, vêtements, meubles, voitures, ordinateurs, frigo, cuisinière, TV, lave-linge, téléphone, tout en absorbant les tonnes de déchets qui vont découler de l'utilisation de ces produits. Ces besoins contemporains dépassent largement le potentiel de 7,5 hectares de territoire. Et c'est maintenant que ça devient critique, parce que d'autres créatures réclament aussi une place sur cette propriété. Non seulement nos animaux domestiques ou de bétail, mais aussi toutes les espèces d'animaux sauvages. Parce qu'après tout, nous ne sommes qu'une espèce de mammifère parmi d'autres.
Et si la surface de la Terre devait être équitablement répartie entre chaque espèce, nous devrions terriblement nous serrer. Et au-delà de tout ça, gardons de la place pour les grands espaces de forêt, les espaces agricoles, infrastructures urbaines, écoles, hôpitaux, administrations, etc. Cet exercice permet de prendre conscience physiquement de l'étroitesse grandissante de notre planète et de la conséquence principale de la surpopulation, et je veux bien sûr parler de la chute de la biodiversité. Selon le rapport Living Planet Index de la Société zoologique de Londres, la population humaine a doublé entre 1970 et 2010, tandis que la population animale a chuté dans le même temps de 52%. Et la raison principale de cette chute n'est pas l'augmentation de la température terrestre, mais bien la destruction de leurs habitats naturels par l'homme pour l'agriculture et le développement urbain. Si jamais nous atteignons les 10 milliards, notre rectangle sera devenu un carré de seulement 100 mètres de côté. Il ne restera plus d'espace sauvage pour servir de niche écologique à un quelconque animal de grande taille. Quelques rescapés exhibés dans des zoos au milieu de 10 milliards d'Homo sapiens bien nourris, ce n'est pas l'idée que je me faisais d'un avenir durable. Et puisque l'on parle d'Homo sapiens, permettez-moi d'aborder un autre sujet qui les concerne directement. 72% de la surface du globe est recouverte d'eau pour un volume total de 1400 millions de kilomètres cubes. Mais seul 2,8% de ce volume est de l'eau douce. Et dans ce faible pourcentage, les glaces et les neiges permanentes représentent 2 tiers, tandis que le dernier tiers se cache à moitié en sous-sol. Au final, l'homme ne peut utiliser que 0,7% de la totalité des réserves terrestres. En 2018, la ville du Cap en Afrique du Sud a imposé des restrictions sur la consommation d'eau à tous ses habitants. Le niveau des barrages avait atteint un seuil très bas en raison d'une sécheresse historique et la ville était en stress hydrique sévère. La municipalité redoutait d'atteindre le jour zéro, jour à partir duquel plus une seule goutte ne sortirait du robinet. Et si le retour des précipitations a évité le pire, l'exemple du Cap est désormais mondialisé. Ce mardi 6 août 2019 est sorti un rapport de l'Institute World Resources dans lequel on apprend que 17 pays sont en situation de pénurie hydrique grave, soit un habitant sur 4 dans le monde. La ville de Chennai, dans le sud de l'Inde, vivait une crise sans précédent. Les réservoirs municipaux étaient à sec depuis le mois de mai et la livraison se faisait par camion-citerne dont le prix a été multiplié par 10. En attendant la pluie, la majorité de la population se rationnait, tandis que les plus fortunés installaient des puits pour récupérer l'eau directement dans les nappes phréatiques, agissant comme si cette ressource-là était illimitée. Et cette nouvelle problématique se manifeste un peu partout sur le globe, notamment dans le bassin méditerranéen et l'Afrique du Sud. L'eau dans ces régions est un catalyseur de conflits qui s'ajoutent aux causes ethniques, politiques, religieuses ou économiques qui existaient déjà. On peut citer le cas de la Turquie, la Syrie et l'Irak, qui se partagent l'eau de l'Euphrate, celui de l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, qui cherchent à récupérer davantage d'eau du Nil, les pays qui se partagent l'eau du Mékong, ou encore d'Israël, de ses voisins, qui se partagent l'eau du Jourdain. Le problème de notre avenir avec l'eau, c'est que notre nombre augmente nos besoins, tandis que le réchauffement climatique tente à faire baisser les réserves disponibles, et cela crée un effet de ciseau. Et alors que les prélèvements d'eau ont été multipliés par 7 au siècle dernier, les estimations prévoient 4 milliards d'individus soumis à un stress hydrique d'ici 2025. L'une des solutions parfois mises en place, en plus d'un rationnement et d'un mode de vie économique en eau, est le dessalement de l'eau de mer. Mais ce procédé n'a rien d'une solution miracle. Premièrement, parce que près de 16 000 de ces usines rejettent chaque jour 142 millions de mètres cubes de saumure, une boue ultrasaline dont la forte concentration en sel bouleverse les écosystèmes et fait grimper la température des eaux. À cette pollution s'ajoute celle des produits chimiques utilisés à base de chlore et de cuivre, et bien entendu, ces usines demandent de fortes quantités d'énergie et sont donc responsables du rejet de grandes quantités de CO2. Que faire alors ? Eh bien, résumons la situation. Nous savons que la demande en eau augmente chaque année, que les réserves d'eau s'amenuisent de par la pollution et le réchauffement. Selon le GIEC, chaque degré supplémentaire fera perdre 20% de son eau douce à un demi-milliard de personnes. Que 80% de l'eau douce est utilisée dans l'agriculture intensive, et qu'actuellement nous construisons des usines très polluantes pour augmenter l'approvisionnement et ne surtout pas ouvrir les yeux sur les causes humaines du problème. A l'inverse, nous pourrions agir sur notre nombre et sur notre manière d'utiliser l'eau, réduire les énormes besoins de la population et de l'agriculture. Quand on connaît le gaspillage de nourriture présent chez nous, il y a d'énormes économies à faire. Le dessalement de l'eau de mer ne devrait être envisagé que comme l'ultime option. Mais pour un politicien, il est bien plus populaire de proposer une solution miracle qui garantit la même quantité d'eau à la sortie du robinet que de remettre en question notre mode de vie. Passons à un autre problème d'actualité lié à la population, les émissions de gaz à effet de serre. Vous connaissez le principe, lorsque le soleil chauffe notre planète, ces rayons ricochent en partie sur la croûte terrestre et repartent vers le ciel sous forme de rayons UV.
Ils croisent alors certains gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote qui vont emprisonner une partie de ces rayonnements sur Terre et la réchauffer. C'est un phénomène naturel indispensable à notre survie, sans quoi notre planète serait beaucoup trop froide. L'effet de serre n'est donc pas un problème en soi, c'est l'activité humaine qui augmente la proportion de ces gaz dans l'atmosphère à des taux bien supérieurs à ce que la planète est en mesure d'absorber. Cette activité humaine, elle peut se diviser en deux catégories. La première comprend l'agriculture et la déforestation qui émettent du méthane et du protoxyde d'azote. La seconde catégorie inclut l'industrie, le secteur du transport et du bâtiment, et la troisième catégorie concerne la production d'énergie électrique, dont l'utilisation de combustibles fossiles, à savoir le pétrole, le gaz et le charbon, rejette dans l'atmosphère du dioxyde de carbone à hauteur de 70% des gaz à effet de serre. En termes de pouvoir de réchauffement, le méthane est 25 fois supérieur au CO2 et le protoxyde d'azote est 300 fois supérieur au CO2. En 1988, un certain nombre de pays ayant pris conscience du réchauffement climatique furent à l'initiative de la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, aussi appelé GIEC. Cet organisme produisit plusieurs rapports d'évaluation fondés sur des publications scientifiques de valeur largement reconnue. Le premier rapport, en 1990, mène à l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont découlent les différentes COP. Le cinquième rapport, fin 2013, est la base sur laquelle se construisent les accords de Paris de la COP 21. Ces rapports, ils nous fournissent entre autres un budget carbone qu'il s'agira de ne pas dépasser si l'on souhaite éviter une augmentation du climat de plus de 2 degrés. Et pour ce faire, les émissions de gaz à effet de serre devraient être divisées par 2 au niveau mondial d'ici 2050, ce qui représente une division par 4 ou 5 pour les pays industrialisés. Le site internet Global Carbon Atlas nous fournit toutes les données nécessaires à ce sujet. Je vous indique ici le top 10 des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, ainsi que leurs émissions mesurées en millions de tonnes d'équivalent CO2. La Chine occupe la première place avec 9 839 millions de tonnes. Les USA, deuxième, 5 270. L'ensemble des pays de l'UE sont à 3 544. L'Inde, 2 467. La Russie, 1693. Le Japon, 1206. L'Iran, 672. L'Arabie Saoudite, 635. La Corée du Sud, 616. Et le Canada, 573. Désolé pour les Français, je prononce les nombres à la belge. Et à présent, comparons ces mêmes pays à leurs émissions par habitant. La Chine passe soudain à la 41e position mondiale, avec 7 tonnes par personne. Les États-Unis occupent la 11e place, avec 16 tonnes par personne. L'UE talonne la Chine, en 42e position, avec 7 tonnes par personne également. L'Inde, pourtant 4e émetteur mondial, se perd en 66e position, avec 1,8 tonne par habitant. La Russie est 21e, avec 12 tonnes par habitant. Le Japon est 30e, avec 9 tonnes 5. L'Iran, 34e, 8 tonnes 3. L'Arabie Saoudite est 9e, avec 19 tonnes par habitant. La Corée du Sud, 20e, avec 12 tonnes. Et le Canada, 13e, avec 16 tonnes. À titre informatif, la 3e place est occupée par la République de Trinité et Tobago, un état insulaire des Caraïbes dont l'économie repose principalement sur l'industrie pétrolière, avec 30 tonnes par habitant. La seconde place par l'île de Curaçao, également dans les Caraïbes, avec 39 tonnes par habitant. Et le Qatar trône en première place avec la valeur obscène de 49 tonnes par habitant. Et pourtant, le pays n'est que 31e mondial. Les émissions totales d'un pays se calculent donc en multipliant les émissions par habitant par la population totale. Et c'est dans cette formule que se trouve la grande hypocrisie des accords de Paris sur le climat. La question démographique n'ayant pas été traitée, les pays signataires s'engagent tous à faire des efforts sans qu'aucune sanction, mesure contraignante ou incitatif financier ne soit mise en place. Difficile dans ces conditions d'imaginer l'Inde réduire ses émissions par habitant alors même qu'elles sont déjà très inférieures à la plupart des pays industrialisés. Avec 1,3 milliard d'habitants, les Indiens sont sur le point de prendre la première place mondiale sur le podium démographique et probablement aussi sur celui du carbone. Tenir compte de la population et du mode de vie me paraît donc une évidence mathématique, et pourtant le sujet continue de faire peur. Faut-il limiter la population pour sauver la planète ? C'est une question qui avant, on n'osait même pas la poser parce qu'on pense immédiatement à des mesures drastiques et quasi dictatoriales. Alors, question qui mérite d'être posée et elle est sérieuse. On a envie de vous dire très simplement, Jean-Marc Jancovici, c'est si c'est l'homme qui pollue, sommes-nous trop et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour diminuer le nombre d'êtres humains sur Terre ? Mais voyez, rien que de le dire, je suis moi-même gêné. Non mais voilà, alors, vous êtes gêné en France. Alors, Jean-Marc Jancovici, une question ? Évidemment que c'est une question, mais c'est une question qui a peu de clients. Parce qu'il n'y a pas de patron de la planète, donc c'est nécessairement un objet d'interrogation. C'est légitime de se poser la question. Maintenant, une fois qu'on a la réponse, il n'y a pas une personne bien individualisée qui sait en faire quelque chose.
parce que les États sont souverains et parce qu'en plus on touche là à des choses qui sont pas du tout purement rationnelles. Oui, à l'intimité, les questions religieuses qui parcourent la planète sont aussi très importantes. Enfin, bon, alors si on prend le point de vue de l'objet d'étude, oui. Très très analytique, il y a en ce qui concerne toutes les espèces vivantes, soit dit en passant, une notion de capacité de charge. C'est-à-dire que vous êtes sur une planète, alors je prends la planète, elle fait 13 000 km de diamètre, je pourrais prendre un pays, il a une superficie donnée, et vous regardez combien vous pouvez mettre de gens dessus, et évidemment vous avez des conditions aux limites, ça dépend ce qu'ils mangent. Plus vous mangez de viande, plus vous avez besoin de surface agricole. Ça dépend de ce que vous avez envie de laisser à la forêt et aux petits oiseaux. Ça dépend. Donc, et ça dépend combien de temps vous avez envie de durer. Parce que vous pouvez très bien vous dire, l'expérience, ça va bien, si elle dure 50 ans, je m'en fiche. Mais vous pouvez aussi vouloir dire, j'ai envie que ça dure 3 siècles. Et à ce moment, les conditions aux limites sont pas les mêmes. Donc, se mettre d'accord sur un chiffre, il y a une forme, enfin, c'est un débat presque sans fin. Parce qu'on va jamais avoir la même acceptation des conditions aux limites qui vont derrière. Et si je vous dis, il faudra bien qu'on se mette d'accord à un moment ou à un autre, non? Alors là où je vous rejoins sur cette façon de voir les choses un peu fataliste, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous dépassez la capacité de charge, compte tenu du niveau de vie et compte tenu des ressources de l'environnement, à un moment le système se régule. Et alors, quand le système se régule, là, ça se fait en général d'une façon qui est pas très sympathique pour la population, parce que les 3 grands modes de régulation de la population, c'est la famine, la maladie et la guerre. Oui. Bon. Donc, le débat, là où il devient vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qui est le plus désagréable si on est fermement convaincu qu'on a dépassé cette fameuse capacité de charge, c'est est-ce que on s'impose des mesures dont certaines sont quand même pas affreuses. La contraception, par exemple, c'est pas quelque chose qui est totalement affreux. Est-ce que on discute des mesures de prévention, entre guillemets, ou bien on se dit, advienne que pourra, pour le moment on a envie de jouir de la vie telle qu'elle se présente, et on verra bien plus tard. Une introduction parlante. D'une part, l'imaginaire collectif relie la question démographique à la politique de l'enfant unique, qui fut pratiquée par la Chine et qui entraîna enfermement, avortement forcé, commerce d'êtres humains, etc. Il est évident que ça n'a rien d'une solution, mais cet exemple est le nouveau point Godwin du débat démographique. D'autre part, la Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle une Europe meurtrie et une population globale vieillissante. La France, entre autres, a mis en place une politique familiale poussant à la natalité dont nous avons hérité les valeurs. Les prélèvements opérés par l'État français, à hauteur de 56% du PIB, sont supérieurs de près de 10 points à ceux pratiqués par ses voisins, ce qui devrait lui donner une forte capacité à défendre les plus nécessiteux. En 2012, pourtant, les Restos du Cœur annonçaient une hausse de 11% de leurs bénéficiaires. Pour comprendre cette tendance, il faut porter notre attention sur la manière dont les prélèvements sont redistribués en France. En premier lieu, il y a bien sûr les allocations familiales qui sont progressives. Inexistantes pour le premier enfant, qui est pourtant celui qui entraîne les plus grosses dépenses, elles apparaissent au deuxième enfant à 131,55 €, 300,10 € pour une famille de 3 enfants, 468,66 € pour une famille de 4 enfants, etc. Il existe également un quotient familial dans le calcul de l'impôt sur le revenu, calculé en divisant le revenu fiscal du ménage par le nombre de parts, avec une part par adulte, une demi-part pour chacun des 2 premiers enfants, puis une part par enfant supplémentaire. Autrement dit, la déduction fiscale s'accroît plus vite à partir du 3e enfant. Ajoutons également à cela l'allocation de rentrée scolaire de 360 à 400 €, versée à 3 millions de familles en 2018. Évoquons encore la prise en charge gratuite de l'éducation par la nation, interventions concernant les crèches, restauration scolaire, classes de neige, classes découvertes, transport scolaire, garderie, activités sportives et culturelles proposées par les collectivités territoriales et réduction famille nombreuse. Autant de frais supportés par la collectivité qui ont clairement vocation à encourager la natalité. Les États comptent toujours sur la jeunesse pour financer les retraites de leurs aïeux, mais cette politique a de fait moins de sens dans un pays comptant 3,5 millions de personnes sans emploi. Cette idée selon laquelle nous avons besoin de plus de jeunes pour payer les retraites des seniors ne peut être appréhendée que comme une pyramide de Ponzi, ne pouvant se terminer que par un crash. Si chaque génération doit être plus nombreuse que la précédente pour supporter le coût des seniors, le système finira par se heurter aux limites de notre réalité, qu'elle soit sociale, économique ou écologique. Alors à nouveau, que pouvons-nous apporter comme solutions différentes ? Nous pourrions commencer par modifier franchement toutes les aides précédemment citées en favorisant les familles avec 1 ou 2 enfants et pas en-delà, ce qui permettrait de libérer des milliards d'euros pour financer une politique de soutien aux plus démunis, de financer les retraites ou d'aider les différents acteurs économiques à une plus que nécessaire transition écologique. À ce stade, j'en ai beaucoup dit. Cet exemple et les précédents devraient suffire à déclencher de nombreuses réactions de votre part. Alors permettez-moi de vous citer brièvement celles que l'on m'a le plus souvent opposées. Il faudrait prouver que la démographie est le principal problème. Pour moi, c'est notre mode de vie et notre mode de production. Non. Pourquoi faudrait-il que ce soit le principal problème ?
Nous ne pouvons nous attaquer qu'à un seul problème à la fois. Comme le montre la formule citée plus tôt, les émissions de gaz à effet de serre d'un pays se calculent en multipliant les émissions par habitant par la population. Autrement dit, mode de vie fois démographie. Choisir d'ignorer l'un de ces deux multiplicateurs, c'est comme courir un marathon avec une seule jambe. C'est en Afrique que l'accroissement démographique va avoir lieu dans les prochaines années. Lutter contre la démographie, c'est rejeter la culpabilité sur les pauvres, ils n'émettent presque pas de CO2. C'est vrai qu'ils émettent peu, parce qu'ils sont pauvres. S'ils se développent, leurs émissions vont fortement augmenter. Il faut donc anticiper cette conséquence maintenant. Qui plus est, certains pays pauvres comme le Niger ont une croissance démographique extrême qui déstabilise le pays, entrave son développement et entraîne de graves désordres sociaux. Pour détailler cet exemple, sachez que le pays détient le record d'enfants par femme, 8. Entre 1950 et 2000, la population a été multipliée par 4 avec 400 000 personnes de plus par an, et 2,5 millions de personnes, dont 250 000 enfants, meurent de faim. On n'y trouve aucun planning familial et le tabou empêche toute politique de limitation des naissances. Si vous voulez agir sur la démographie, vous êtes forcément partisan de solutions coercitives comme la politique de l'enfant unique. Bien sûr que non. La majorité des dénatalistes que j'ai rencontrés proposent deux solutions précises. La modification des politiques de l'État, telles que je les ai présentées, pour cesser d'encourager les familles de plus de 3 enfants, et rendre disponible l'accès aux contraceptifs pour tous via le financement accru des plannings familiaux. En 2016, une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet comptabilisait 56 millions d'avortements dans le monde en un an. Sans compter les grossesses non désirées qui arrivent à terme, cela fait beaucoup de femmes qui aimeraient sans doute avoir un meilleur contrôle de leur corps. Quelle que soit votre opinion sur la question, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vais passer à la conclusion. Nous vivons dans un monde fini. L'espace disponible est limité et il ne s'étendra pas davantage. Selon les 15 000 scientifiques du GIEC qui peuvent prétendre au statut d'expert, il va même se réduire car certains pays vont devenir invivables pour l'homme. Il faut donc prévoir de l'espace pour les populations qui vont fuir ces conditions extrêmes, sans quoi nos valeurs seront écrasées par le poids des nombreux murs qui pousseront le long de nos frontières. Les ressources disponibles sont limitées également et ne permettent pas à tous les humains d'être aisés et nombreux. La Terre n'a pas suffisamment à nous offrir pour combler ce fantasme. Pour maintenir encore quelque temps notre droit à nous multiplier sans contrainte, il faudra contraindre notre droit à jouir d'un habitat individuel, contraindre notre droit à une alimentation carnée en nous tournant vers les végétaux et les insectes déjà menacés, contraindre notre droit à voyager, contraindre notre droit à la démocratie et à la liberté, l'autoritarisme et la surveillance étant les réponses les plus évidentes que les sociétés trouveront pour endiguer les désordres grandissants liés à la généralisation des concentrations urbaines. Contraindre notre droit à jouir d'une nature préservée, les forêts se trouvant menacées à un niveau mondial, tout comme les grands animaux, et contraindre enfin tous les droits au minimum de confort auquel nous aspirons tous pour laisser à nos enfants la responsabilité d'affronter à notre place la limite de notre nombre. Les mesures de prudence dont nous ne voulons pas aujourd'hui s'imposant alors comme leur condition de survie. Mais si nous voulons enfin vivre d'une manière qui soit durable, il va falloir qu'on accepte la notion de limite, qu'on accepte que ce monde incroyable et unique qui nous a vu naître est capable de satisfaire tous nos besoins, mais pas tous nos caprices. Et bien sûr que ça va ébranler sérieusement notre économie ou notre système de retraite, mais on est capable de réinventer notre économie pour vivre en symbiose avec notre environnement. Ce dont par contre on est certain de ne pas être capable, c'est de réinventer notre environnement pour l'adapter à notre économie. Et puisque c'est la divergence d'opinion qui fait la richesse d'une démocratie, et que je peux très bien être dans l'erreur, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et je vous encourage vraiment à partager votre avis sur la question dans les commentaires, et à apporter vos nuances et votre point de vue. Sur ce, merci à tous, et à bientôt.